Qu'est-ce qui se passe là devant ce collège ce soir? Expliquez-moi. Aujourd'hui, en fait, vous êtes dans le 10e arrondissement de Paris, devant le collège Valmy. C'est un des points de rassemblement qui a lieu à travers toute la France, dont un certain nombre sont connectés par Zoom. Ce sont simplement des parents de la FCPE, mais pas seulement, avec des enseignants aussi et des élèves, comme vous pouvez voir, qui estiment qu'aujourd'hui, les moyens viennent à manquer à l'école pour faire face à l'école sous Covid. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de fermer ou d'ouvrir les écoles, mais c'est d'avoir les moyens de poursuivre la scolarité des enfants. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas, puisque les parents, aujourd'hui, avec la fermeture qui a été annoncée par le président de la République, sont devenus davantage des auxiliaires éducatifs bénévoles plutôt que des parents d'élèves à titre simplement de parents qui accompagnent les enfants pour aller à l'école et qui confions nos gamins aux enseignants parce qu'enseigner c'est un métier. Donc aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on organise des rassemblements tous les mercredis à 18 h pour demander que la France donne ses moyens justement à nos enfants, qui rendent l'argent des enfants, puisque alors que l'école a besoin de cet argent pour fonctionner, le ministre de l'Éducation nationale a jugé bon de rendre 600 millions d'euros depuis qu'il est présent à son ministère à son collègue du budget, cet argent qui est nécessaire pour l'école. Donc le mot simple et le mot d'ordre est simple, c'est faisons du bruit pour rendre l'argent des enfants. Point barre. On a compris, vous êtes contre la fermeture des collèges, lycées, etc. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Nous, c'est pas notre rôle de parents d'élèves de dire ouverture ou fermeture, ça c'est une parole de scientifique, c'est des gens autorisés, chacun son métier, dont les parents d'élèves. Donc la question c'est pas ouverture ou fermeture, c'est d'avoir les moyens de fonctionner, que l'école soit fermée ou que l'école soit ouverte. Donc il y a des revendications que nous portons qui sont assez simples, avoir des enseignants en nombre suffisant, voire des encadrants. Par exemple des étudiants en ce moment qui sont à la soupe populaire ou qui ont du mal à boucler les fins de mois en faisant du réassorte chez Auchan, Carrefour, etc. pour payer leur loyer. Nous on pense qu'il serait mieux devant nos enfants, par exemple pour faire du tutorat ou de l'aide aux devoirs, parce que concrètement, quand les gamins sont à la maison et que les parents ne peuvent pas les aider, ils sont à livrer eux-mêmes, on organise des inégalités scolaires. On pense aujourd'hui qu'il faut vacciner les enseignants à marche forcée, parce que ce n'est pas vrai qu'ils seront vaccinés au mois d'avril. Il y a tellement de personnes à vacciner que nous ne croyons pas que d'ici à ce qui reste de jour du mois d'avril, les 875 000 enseignants seront vaccinés comme ça a été promis. Donc aujourd'hui, on ne croit plus tellement dans la puissance publique. Donc la seule façon de les mettre devant leurs responsabilités, c'est de faire du bruit, parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour se faire entendre. On a écrit des lettres, on a fait des articles dans la presse, on a sollicité les pouvoirs publics. La réponse c'est débrouillez-vous. Et ben non, l'école c'est pas la débrouille, la République c'est pas la débrouille, la République c'est l'intérêt général et aujourd'hui cet intérêt général, et ben il est différent selon le territoire dans lequel on habite et dans la famille dans laquelle on est né. Et ça c'est pas acceptable. Sur l'école à la maison, on a vu notamment des problèmes sur les ENT ces derniers jours. C'est pas grave, c'est un problème. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal selon vous qu'il y ait tant de problèmes sur notamment les ENT? Aujourd'hui, la question des ENT est très problématique parce que la France, son ministère en l'occurrence de l'Éducation nationale, a fait le choix de l'enseignement à distance par voie digitale. Il y a d'autres façons de faire de l'enseignement à distance, mais la France a choisi le numérique. Donc quand on choisit le numérique, on s'assure que les serveurs fonctionnent, on s'assure que les enseignants soient formés, on s'assure que les élèves savent utiliser les outils qu'ils utilisent. Et la réalité, c'est que ça n'a pas été fait depuis 1 an. Le résultat, c'est que les enfants ne connaissent pas la net-étiquette pour pouvoir travailler sereinement sur les outils. Les enseignants n'ont pas été formés à utiliser ces outils numériques autrement que par l'initiative individuelle. Sauf que des initiatives individuelles, ça ne fait pas un système scolaire. Et on trouve quand même curieux que le bug qu'il y a eu hier, qui est un bug national, soit mis sur le dos soit d'OVH qui a démenti les propos du ministre de l'Éducation nationale, ce qui est un scandale de mentir comme ça éhontément, ou de mettre ça sur une puissance étrangère, comme si tout à coup une puissance étrangère allait vouloir mettre un bug sur les serveurs français. Écoutez, moi je ne suis pas de la police, je ne suis pas dans les renseignements internationaux. Tout ce que je sais, c'est que mon gamin et les gamins des parents là, ils étaient devant leur ENT pour travailler et que ça a bugué et que concrètement, on n'était pas prêts. Ça aurait été plus efficace de garder les écoles ouvertes en demi-groupe ou avec des sessions d'enfants beaucoup plus allégées que la normale? En tout cas, que vous soyez à l'école ou que vous soyez à la maison, les demi-groupes sont nécessaires pour une simple et bonne raison, c'est que vous ne faites pas la classe à distance de la même façon quand vous avez 25 voire 36 élèves au lycée que quand vous en avez la moitié. Mais pour ça, c'est pas magique, il aurait fallu embaucher des adultes. Ça, nous le demandons depuis le mois de juillet 2020. Pourquoi? Parce que l'Italie, elle a embauché 86 000 enseignants. Elle a embauché des enseignants, elle a budgété cela dans le budget de la nation, parce que la seule façon de faire respecter les distanciations physiques dans les écoles, c'est de diviser les groupes, c'est d'utiliser les salles mises à disposition. Or, ces salles ne sont pas utilisées alors qu'elles existent. Les enseignants n'ont pas été embauchés alors qu'on aurait pu avoir une politique offensive de ce côté-là, notamment en termes de revalorisation salariale. Et surtout, aujourd'hui, on constate que l'école n'est pas faite pour les enfants. Parce que les enfants, ils sont à la maison, ils sont livrés à eux-mêmes avec leur famille, ou alors à la bonne volonté des enseignants qu'aujourd'hui, il faut leur rendre hommage, mettre plus que leur salaire dans ce qu'ils font aujourd'hui au niveau des enfants. Et quant aux parents, on le sait très bien, est en télétravail, tout en ayant les gamins pour leur faire les devoirs, juste c'est mission impossible. Et la difficulté dans tout ça, c'est que l'école
n'est pas faite pour les gens les plus fragiles. Les premières victimes de tout ça, ce sont les femmes seules avec enfants. Pour elles, c'est SOS au secours. Voilà la France, voilà l'école, voilà ce qui était prévisible. Et on est dans la situation de premier confinement en pire. Parce que maintenant, non seulement on savait ce qui allait arriver, mais on est tombé droit dans le mur. Non seulement on a accéléré dans le mur aujourd'hui que nous croyons, c'est-à-dire que l'école à distance, aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, ne fonctionne pas. Les soignants, quand on parle avec eux, nous disent que rien n'a changé depuis un an. Les soignants, quand on parle avec eux, nous disent que rien n'a changé depuis un an. On n'a pas du tout préparé la deuxième, troisième vague. C'est un peu votre sentiment aussi, j'ai l'impression. Écoutez, moi je ne suis pas soignant, je peux pas parler en leur nom. Sur le côté enseignant... Ce que je sais, c'est qu'au niveau du service public, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premières lignes, qu'on soit enseignants, policiers, pompiers, aides-soignants, médecins, etc., on voit bien que le compte n'y est pas. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les centres de vaccination, c'est un peu compliqué, mais il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. Moi, je me prononce sur ce qui me concerne, c'est-à-dire être parent d'élèves. Et aujourd'hui, concrètement, on me demande quoi? On demande quoi aux parents qui aujourd'hui ont tapé sur les casseroles? On leur demande des assistants d'éducation bénévoles. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que, in fine, quand les parents peuvent aider, ça va, mais quand ils peuvent pas le faire, c'est les gamins qui trinquent. Ce soir, vous manifestez aussi parce que vous êtes contre la fermeture des collèges, des lycées. Vous vouliez que ça reste ouvert. Si ça reste ouvert, oui, c'est toujours bien que les établissements puissent rester ouverts, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la santé de nos enfants, pas au prix du stress quotidien. De toute façon, les établissements étaient déjà en train de fermer les uns après les autres, puisqu'on sait bien que c'était un nid à virus. Les enseignants n'ont pas été, n'ont pas été vaccinés, et il n'y a aucun plan encore pour vacciner ces fonctionnaires qui sont quand même en première ligne. En maternelle aussi, parce que moi j'ai des enfants plus grands, mais il faut penser à ce qui se passe en maternelle et en élémentaire. Oui, donc non, je ne suis pas contre la fermeture des établissements. Je suis pour la sécurité sanitaire de tout le personnel de l'éducation nationale et de nos enfants et des familles aussi en particulier. Là, du coup, les établissements sont fermés, l'école se fait à distance. Comment ça se passe, notamment sur les ENT? Il y a des problèmes? Expliquez-moi. C'est ce que je vous disais au début. Oui, il y a énormément de problèmes sur les ENT. Ça bug de toutes parts. Et on ne comprend pas pourquoi. Et nous avons un ministre qui nous a expliqué, dans un premier temps, qu'il s'agissait de hackers, qui ensuite, et aujourd'hui, quand l'ENT a été mise en ligne, hier soir, nous avons reçu, nous, parents, un message en indiquant que nous ne pourrions plus nous connecter. Donc on en a déduit que si on ne pouvait plus se connecter, c'était notre faute, que la surcharge du serveur était due aux connexions des parents. Alors que les parents, on sait bien qu'ils doivent travailler, être en télétravail, ce qui n'est pas simple avec les enfants petits à la maison. Voilà. Comment ça se passe pour vous, l'école à distance? C'est quelque chose dont vous avez pris l'habitude? Est-ce que c'est devenu plus simple ou c'est toujours aussi compliqué pour vous, l'école à distance avec vos enfants? Alors pour moi particulièrement, c'est assez simple parce que j'ai une fille qui est grande, qui est en troisième, j'ai des enfants qui sont grands, donc ils arrivent à s'organiser. Mais ça ne se passe pas simplement pour tous les parents, pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que cette fermeture d'école était assez préparée, que le gouvernement est à la hauteur là-dessus? Sur la fermeture des écoles, je pense que le gouvernement s'est trouvé face à un mur à un moment donné. C'était inévitable et incontournable parce que rien n'a été préparé. Je veux dire, ça fait quand même des mois qu'on demande à ce qu'il y ait de l'achat de capteurs de CO2 dans les classes, à ce que les enfants puissent se laver les mains correctement. Moi, une fois de plus, je parle pour le collège, c'est ce que je connais le mieux. Et surtout que les enseignants puissent être vaccinés, qu'il y ait... alors que c'est la politique de l'Omerta, en fait, qui a été en vigueur. On ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas, mais on sait qu'il y avait des consignes pour que les principaux de collège ne déclarent pas l'ensemble des cas qui étaient positifs. Et on manigançait sur les cas contacts. Alors, il faut être cas contact depuis 3 jours, non, depuis 1 jour, c'est de cas contacts, il faut fermer après tant d'élèves absents, tant d'élèves... Bref, tout ça pour dire et pour arriver à là où on en est aujourd'hui, quand rien n'est préparé, forcément. Ce qui est le plus rageant, c'est que ça fait plus d'1 an maintenant et que ils auraient eu le temps de le faire et que c'est pas par faute d'alerte et de... la FCPE travaille là-dessus et dénonce et est prête toujours à travailler correctement en collaboration pour mettre toutes ces choses-là en place. Et il existe des solutions ailleurs, alors pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Vous vous sentez en colère, un peu déçu que rien n'a été fait depuis 1 an? Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est d'une incompétence totale. Et surtout, au-delà de l'incompétence, c'est aussi cette espèce d'arrogance qui fait qu'on nie la réalité et qu'on pratique la politique de l'autruche en permanence. Donc oui, ça engendre de la colère parce que c'est un immense gâchis. Je veux dire, on parle de mots, oui, l'éducation nationale, c'est primordial, et on se vante d'être le seul pays à ne pas avoir fermé les écoles. Et en définitive, on est là face à un mur, on nous dit qu'elles seront réouvertes le 3 mai.
à voir. Hein. Je veux dire, la dernière fois qu'on nous a dit ça, les enfants ne sont jamais rentrés. Et une fois de plus, qu'est-ce qui est en train d'être fait là, en ce moment, pendant ce mois, on va dire, de confinement ou du moins d'absence de fermeture des écoles, pour qu'elles puissent réouvrir en toute sécurité. Sinon, ça va repartir. Il n'y a aucune raison, les enseignants ne seront pas vaccinés. Je veux dire, est-ce qu'il y a un investissement massif pour aérer les classes, pour vérifier qu'elles ont des capteurs de CO2, pour vérifier que les enfants sont masqués, qu'ils peuvent se laver les mains correctement, que des mesures barrières puissent être utilisées. Et il y a aussi toute l'affaire des tests, enfin les autotests qui ne sont pas autorisés. Alors, partout, c'est comme les masques au début. Le gouvernement avait une porte-parole qui expliquait que c'était très compliqué de porter des masques. Et maintenant, on nous explique que c'est très compliqué de faire des autotests. Alors, je ne comprends pas. La France est le pays d'éducation nationale. Tout le monde a été à l'école. Et on ne saurait pas, à la différence du monde entier, faire tout seul, comme des grands, des autotests à la maison. Enfin, donc, ils ne seront vendus qu'en pharmacie, alors que partout ailleurs en Europe, ils sont vendus dans les supermarchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? On se moque de nous. On se moque de nous. Expliquez-moi pourquoi vous manifestez ce soir. Alors on manifeste d'abord pour la manque des moyens. Je vous rappelle quand même que le ministère de l'Éducation nationale, enfin son ministre a décidé tous les ans de remettre dans le budget général de l'État 200 millions d'euros dont il n'aurait pas besoin. Alors qu'on a vu par exemple hier soir que Affelnet ne fonctionne pas. Les jours où il y a de l'affluence et une forte demande, contrairement à ce qui a été dit, bon ça c'était le folklore, mais je veux dire la réalité c'est que c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est un petit exemple des moyens dont on a besoin, mais sur Paris, c'est surtout la baisse de la dotation horaire globale. Et vous savez, Paris c'est assez particulier parce que c'est en réalité la ville la plus ségrégée de France. Moi, comme je le dis souvent, vous avez l'avenue Montaigne avec des mètres carrés à 20, 30 000, des chambres d'hôtel à 5 000 € la nuit. Et puis vous prenez le métro, vous faites 10 stations et vous avez de réelles poches de pauvreté. Donc à Paris, contrairement, il nous est toujours dit vous êtes des privilégiés, vous avez des gros moyens, il n'y a pas besoin. La réalité est tout autre. En réalité, on a besoin de moyens à Paris. Parce qu'il y a encore des poches de pauvreté, il y a encore des établissements où il y a un échec scolaire, notamment au collège. Le collège est un peu le trou du système dans l'éducation nationale. On a besoin de moyens pour lutter contre l'échec scolaire. Et donc pour nous, il est impensable qu'il y ait 200 millions renvoyés au budget, alors qu'il y a besoin de monter des dispositifs, d'inventer des nouveaux dispositifs. Et pour ça, il y a besoin d'enseignants, il y a besoin de matériel qui fonctionne. Voilà, donc les besoins sont très importants et les moyens sont en baisse. Sur la situation sanitaire, qu'est-ce qui vous met en colère ? On n'aurait pas dû fermer les écoles, ou alors plutôt, qu'est-ce qui ne va pas ? Bon, moi, à titre personnel, je suis un peu plus mitigé sur cette question. Mais je crois qu'il y a eu un problème de... Regardez, voilà encore un exemple très concret. On avait la capacité de faire des tests rapides. Aujourd'hui, on a des tests salivaires en quelques minutes. Bon. On pouvait tester massivement. On sait qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Alors après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on a dit qu'un parent qui avait un enfant en collège avait 30% de probabilité supérieure à n'importe qui d'autre dans la société d'être atteint du Covid. On aurait très bien pu faire des tests massifs et on aurait pu mettre en éviction les enfants qui étaient testés positifs. Des tests rapides qui sont peu coûteux. Ça coûte 1,60 € le test, donc c'est rien du tout. Et on aurait pu ainsi non seulement protéger les parents, mais aussi protéger les enseignants. Voilà. Et ça n'a pas été fait, c'était pas compliqué à mettre en place. Mais c'est la superstructure de l'éducation nationale. Il y a des directeurs, des principaux, des proviseurs qui ne l'ont pas fait parce qu'administrativement ça devait être compliqué, comme ça l'est toujours. Et puis parce qu'on ne les a pas vraiment incités à le faire. On n'a pas mis les moyens qu'il fallait pour le faire. Du coup, là, les écoles sont fermées. Comment ça se passe, l'école à la maison ? Avec la panne je vous assure, franchement, la première journée était chaotique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis un parent. Ma fille aînée est en 3e. Donc l'année prochaine, elle va en seconde. Il y avait hier une réunion qui était prévue avec la conseillère d'orientation. Et la conseillère d'orientation, elle avait fait un planning parce qu'elle doit consacrer 30 minutes à chaque élève. Là, hier, elle a perdu la journée entière. Donc elle a perdu entre 3 et 4 heures
de journée. Il nous reste 3 jours, même pas maintenant 2 jours avant les vacances. Et je ne vois pas comment elle va pouvoir récupérer ces heures-là, c'est impossible. Donc la panne, vous voyez, c'est un exemple, mais ça montre que c'était vraiment une journée chaotique et puis bon, les enfants n'ont pas pu accéder. Et il y a tout aujourd'hui sur l'ENT, hein, sur l'espace numérique, ils ont absolument tout. Ils ont leur planning, ils ont les contenus, voilà. Donc lorsque ce système tombe en panne, il n'y a plus rien. C'est-à-dire ça s'arrête, ils n'ont même plus les contenus, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire, on ne sait plus qui est concerné par quoi. Et même encore ce matin, parce que ma fille cadette, elle avait des cours en visio, il n'y avait pas de son. Le cours du matin a été reporté l'après-midi. Voilà, tout a été décalé. Je crois que ça va être comme ça toute la semaine. Et très franchement, on vient de discuter avec une enseignante qu'on a croisée. Les enseignants sont excédés. En plus, il n'y a pas eu de protocole mis en place. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règle de fonctionnement de ce truc-là. Il y a des parents qui sollicitent les enseignants comme ça, non-stop, en leur demandant des trucs évidemment qui sont mal perçus par les enseignants, et je peux le comprendre aussi, parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas eu de plan de continuité d'activité. Partout, il y en a eu. Vous avez des PME de 10 personnes, ils ont fait des plans de continuité d'activité. Le ministère de l'Éducation nationale, ils ont 1 million d'employés et ils ne sont pas capables de décliner des plans de continuité au sein des établissements. C'est totalement désorganisé. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu abandonné? L'abandon, peut-être pas, parce qu'il y a quand même, nous, on est dans une zone un peu particulière qui est une zone prioritaire. Donc il y a quand même des moyens, il y a des choses. Mais je pense que le sentiment, c'est plutôt un ras-le-bol général. Il y en a marre, quoi. C'est ça, si vous voulez. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sur un ministère qui a beaucoup de moyens et qui sont mal utilisés, qui nécessitent, encore une fois, je le répète, beaucoup plus de moyens que ceux qui sont développés. Et le peu de moyens qu'on a en plus ne sont pas rationalisés. C'est très franchement, il y a de quoi être découragé.